Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier colloque des doctorants organisé par l'Association des doctorants du CEPI. Donc, il m'appartient, je pense, en qualité de directeur général, d'assurer l'ouverture. Franck Macrez, en qualité de directeur d'unité de recherche, viendra juste après moi. Alors, généralement, quand on fait une ouverture, ce qu'on attend de nous, c'est de dire des banalités et d'être bref. Rassurez-vous, c'est exactement ce à quoi je vais me tenir, être bref et surtout des banalités. Des banalités, à savoir tout d'abord des remerciements et des félicitations. Je suis évidemment très heureux que les doctorants organisent un colloque. C'est la première fois que les doctorants du CEPI saisissent une telle occasion pour organiser une manifestation scientifique. Et je suis d'autant plus heureux qu'en fait, il y a un an de cela, j'avais suggéré, dans le cadre d'une réunion du laboratoire de recherche, que les doctorants se réunissent, comme les étudiants de Master 2, au sein d'une association. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une assise institutionnelle afin de pouvoir organiser des conférences, certes, mais organiser peut-être d'autres événements. Et puis, cette association, c'est un moyen d'assurer une forme de synergie, d'assurer une forme d'émulation au sein d'un laboratoire de recherche où la recherche en droit est souvent solitaire, et là, c'est un moyen de faciliter les rencontres. Donc, rien que pour cela, je suis évidemment très heureux qu'on puisse avoir une assise institutionnelle à travers cette association qui organise, encore une fois, son premier colloque. Je suis ensuite très heureux qu'on puisse organiser ce colloque parce que le sujet qui a été choisi est évidemment non seulement porteur, mais très original. Et là, il m'appartient de féliciter chaleureusement le président de l'association et donc l'organisateur de ce premier colloque, à savoir Romain Soustel, qui prendra la parole par la suite, parce qu'il a décidé d'un sujet qui est peu traité, à tout le moins peu traité par les juristes. Et on doit se féliciter de ce choix. Pourquoi ? Parce que nous, juristes, on se cantonne généralement à la technique juridique. Voilà, une marque elle est distinctive, un brevet, enfin une invention est nouvelle, résulte d'une activité inventive, etc., etc. Et finalement, on ne se pose pas les questions qui sont sans doute les plus importantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On va avoir une marque, à quoi ça va servir ? On va avoir un brevet, à quoi ça va servir ? Et on ne se pose pas des questions qui relèveraient, le cas échéant, de l'économie, le cas échéant de la sociologie, et le cas échéant aussi la géopolitique. Et je crois qu'il est important que le CEPI se saisisse de ces questions pour instaurer un dialogue. Parce que, bien que nous soyons de modestes techniciens, eh bien, ces modestes techniciens ont un certain nombre de messages à faire passer à d'autres scientifiques qui sont spécialisés dans les sciences humaines que j'ai envisagées juste avant, la sociologie, la politique, l'économie. Parce que ces spécialistes sont évidemment spécialistes dans leur domaine, ils maîtrisent la propriété intellectuelle, et pardonnez-moi d'être un peu cash, mais malgré tout, quoi qu'il en soit, leur compétence dans le domaine de la propriété intellectuelle n'est pas celle qui est la nôtre. Nous sommes les spécialistes de propriété intellectuelle. Et à partir de ce postulat-là, eh bien, il est important que nous soyons en mesure de dialoguer avec ces autres spécialistes pour justement les éclairer raisonnablement sur un certain nombre de points. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux qu'on puisse aujourd'hui au CEPI se saisir de ce type de problématique et que plus généralement, le CEPI s'inscrive dans une logique très dynamique afin de traiter des thématiques aux enjeux sociétaux indéniables et qu'on ne soit pas simplement des techniciens, mais qu'on soit là comme étant des partenaires dans la recherche et des partenaires aussi éventuellement pour les décideurs. Donc encore une fois, Romain, permettez-moi de vous féliciter pour ce choix. Je pense que vous initiez quelque chose de nouveau au CEPI, et pas uniquement parce que c'est le premier colloque des doctorants, mais nouveau sur la thématique abordée, donc je ne peux que me féliciter de ce choix. Vous le voyez, des banalités, je ne rentrerai pas dans le fond des sujets, et pourtant l'actualité la plus récente devrait nous conduire à dire quelques mots. Je pense bien évidemment au coup de couteau dans le dos que la France a pris suite à l'annulation de la commande auprès de l'Australie, la commande du siècle, puisqu'il est question de géopolitique, il est question peut-être aussi de politique de propriété intellectuelle. Mais quoi qu'il en soit, je laisserai les experts discuter de ces différentes questions. Voilà, j'en ai terminé sur ce point. Évidemment, il m'appartient aussi de remercier l'ensemble des partenaires qui ont soutenu cette démarche.
Et vous le constaterez, ils sont nombreux et surtout, ce n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on voit des partenaires comme l'ASPI, lorsqu'on voit des partenaires comme la CNCPI, lorsqu'on voit des partenaires comme le groupe français de l'AIPPI, eh bien, cela tend à démontrer que le colloque a une importance cruciale. Et donc là aussi, permettez-moi donc de remercier l'ensemble de ces partenaires, je pense aussi à Fidal Innovation, pour ce soutien et qui permet d'illustrer toute l'importance de la recherche au CEPI. Voilà, j'en ai terminé sur ces quelques mots. Je vais céder la parole à Franck Macresse, donc directeur de l'unité de recherche. Non, pas de mots? Si. Pas mieux? Bon, bah, très bien. Alors, je vais céder, je n'ai sans doute pas été assez bref, donc je suis désolé et je vais céder tout de suite la parole au président de l'association des doctorants et surtout le directeur scientifique de la manifestation, Romain Soustel. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bazir, pour ces quelques mots. Et puis, non, c'est vrai, je vais être bref. J'avais juste quelques mots à dire à propos du cycle de conférence. Alors, c'est un cycle, comme l'a dit Monsieur Bazir, qui est organisé par l'Association des doctorants, qui a été récemment créé dans le but de vous proposer aussi d'autres manifestations. Et notamment, l'idée, c'est de vous présenter un colloque annuel. Et donc, cette première conférence est le premier volet du premier colloque des doctorants du CEPI. Alors justement, ça a été dit, mais les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, sont peu abordés. Et quand ils sont abordés, soit par des juristes, soit par des spécialistes en relations internationales ou des politistes, l'un des sujets est forcément abordé de manière superficielle. Et aujourd'hui, le but, c'est justement de mélanger les deux approches de politistes et de juristes pour arriver à toucher le fond des sujets, à aborder le fond des sujets. Et justement, ce métissage des matières, par ce métissage des matières, je sais que les tables rondes et les interventions d'aujourd'hui seront très intéressantes. Je tenais également une vague de remerciements à remercier donc la CNCPI, son président Jean-Christophe Roland et ses membres du bureau, la CNCPI qui parraine les 3 conférences. Également un grand merci au cabinet Fidal Innovation, à son président Geoffroy Cousin, au groupe français de la IPPI et à sa présidente Corinne Vedel, et enfin à l'ASPI et à sa nouvelle présidente Géraldine Guérijac, et l'ASPI qui va présider la première table ronde sur les transferts forcés de technologie et qui sera, je le sais, très passionnante. Aussi, quelques merci plus personnels. Merci à Maëlle Sangel et Chloé Piédois, qui sont assistantes chercheurs au CEPI, pour leur conseil et leur soutien dans l'organisation. Un grand merci aussi aux doctorants et doctorantes qui vont intervenir pendant ce cycle de conférences. Merci également à Natalia Capirina pour ses conseils dans l'élaboration du programme. Et surtout à Yann Bazir et Franck Macresse pour leur soutien dans l'organisation et puis dans leur volonté de nous pousser à sortir, à mettre en place des choses. Et alors, je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de moi ou ils sont dans l'amphi, mais au CEPI, justement, on nous donne des opportunités, on donne des opportunités aux doctorants et aux étudiants de manière générale, et ça permet de les mettre en valeur, de mettre en valeur la recherche doctorale, qui est souvent moins mise en valeur que la recherche académique par des professeurs ou maîtres de conf. Et il y a une recherche doctorale qui existe, qui reste modeste, avec toute l'humilité qu'on doit avoir. Mais voilà, on a de la chance d'être au CEPI et d'avoir ce cadre de travail, de recherche. Et maintenant, je vais juste donner la parole à Anna Larinovic-Drewek pour les propos introductifs, qui est doctorante au CEPI, qui travaille sur le sujet de l'harmonisation des dispositions procédurales relatives au contentieux judiciaire de brevets dans l'Union européenne, à l'aune de la nouvelle juridiction unifiée du brevet, sous la direction du professeur Christophe Geiger. Anna est doctorante contractuelle au CEPI, elle a un poste d'ATER pour la rentrée et elle donnera des cours à l'université de Strasbourg. Voilà, Anna,
à toi, si tu veux venir. Tu peux partager l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais bien, moi aussi, remercier Romain Sostel pour l'organisation de ce colloque et pour son grand travail qu'il a fait afin de l'organiser cette conférence qui finalement inaugure l'association des doctorants et des jeunes chercheurs au CIP. Et commençons. S'interroger des relations entre la géopolitique et la propriété intellectuelle nous amène à un constat qui est clair. La propriété intellectuelle, c'est un droit qui a une vocation internationale. Pourquoi? C'est notamment tout le fondement de la propriété intellectuelle se trouve dans le droit international. Ce constat a été déjà fait au XIXe siècle, quand c'était les deux grandes conventions qui ont été conclues. D'une part, la Convention de Paris en matière de la propriété industrielle. D'autre part, c'était la Convention de Berne en matière des œuvres littéraires et artistiques. Ces deux instruments posent des bases légales pour la protection de l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle. Depuis ces deux conventions, qui lance finalement ce phénomène de l'internationalisation des droits de la propriété intellectuelle, ce phénomène ne cesse de s'accentuer. Aujourd'hui, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle basée à Genève qui a pour rôle d'administrer déjà 26 traités internationaux en la matière, y compris les deux conventions que je viens de citer. L'organisation, elle regroupe 193 États membres. Au-delà des développements ça marche. Excusez-moi. Au-delà des développements dans le domaine de la propriété intellectuelle en tant que tel, c'est dans le cadre d'établissement de l'Organisation mondiale du commerce qu'ont été signés les accords sur les ATPIC, du coup les accords sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Ils ont été signés à Marrakech en 1994. Cet accord, il marque un véritable changement de paradigme en matière de la propriété intellectuelle. C'était les États-Unis qui menaient le projet. Depuis, ce sont des grandes puissances internationales qui sont en train de se créer et on s'aperçoit bien que les poids des pays ne sont pas les mêmes sur la scène internationale actuellement. Juste une petite illustration, l'Organisation mondiale du commerce, voilà la couverture. Tous les pays qui sont marqués en vert, ce sont les pays qui font partie de l'Organisation mondiale du commerce et ce sont tous les pays qui
avait signé les accords sur les ZPIC. C'est donc la protection minimale de la propriété intellectuelle qui est instaurée dans l'ensemble de ces pays. Les pays qui sont marqués en jaune, ce sont les pays qui sont en cours d'adhésion à l'OMC. J'ai parlé des différents poids des différents pays. C'est par exemple, prenant l'exemple de la Chine, le pays qui était considéré comme une économie de limitation pendant très longtemps, a déjà accédé au statut de grande puissance économique et est devenu une nouvelle et a développé la nouvelle économie qui est centrée principalement sur la propriété intellectuelle. La question qu'on peut se poser en suivant Reinhard Remich, c'est la propriété intellectuelle aujourd'hui est-elle un outil de développement ou une arme de domination? C'est en effet, suivant le phénomène des traités des ZPIC, que de nombreux accords ont été conclus, soit de manière bilatérale, soit multilatérale. Et ces accords, ils prennent la forme des accords TRIPS+, les ZPIC+. Ce sont les accords qui imposent des normes aux États. Très souvent, ce sont les grandes puissances, les pays émergents qui imposent leurs standards de la protection de la propriété intellectuelle aux pays qui sont en voie de développement. Et ces standards, ils vont souvent au-delà des minimums qui sont imposés par les accords sur les ZPIC. Autrefois, on a vu la propriété intellectuelle comme un obstacle à la concurrence, à la libre circulation des biens. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle, elle devient un moteur de la concurrence. Aujourd'hui, traiter des problèmes de la propriété intellectuelle nécessite la réflexion à l'échelle mondiale. C'est seulement si on comprend des divers mouvements des puissances, des multinationales, des pays développés, qu'on comprend comment appréhender les développements qui se font en matière de la propriété intellectuelle. Je vais vous donner un exemple assez récent. C'est l'exemple du vaccin contre la COVID. En effet, la question du vaccin a été soulevée devant l'OMC, devant l'Organisation mondiale du commerce, par l'ensemble des pays. C'est certains pays, tels que l'Afrique du Sud et l'Inde, qui avaient suggéré une nouvelle mesure inédite qui consistait en suspension des brevets. On parle ainsi de la proposition de levée des brevets. Il s'agit d'une mesure qui n'existe pas dans les accords, sur les ZPIC. Elle est parfaitement inédite. Et on s'aperçoit très bien que finalement, la discussion qui devrait être centrée sur la santé publique, sur la santé humaine, sur comment peut-on préserver les vies humaines, actuellement, elle se concentre sur le droit des brevets. C'est notamment certains pays qui essayent de forger cette levée de brevets. Certains pays s'y opposent très fermement. Les négociations peuvent durer assez longtemps, mais les questions qui sont au cœur de sujets actuels, c'est qu'est-ce qu'un brevet? Qu'est-ce qu'on protège par le brevet? Qu'est-ce qu'un savoir-faire? Quelle protection accorde le brevet? Et surtout, comment on peut contourner ces standards internationaux qu'on impose? Comment est-ce qu'on peut les contourner, trouver des solutions afin de faire disparaître les droits de la propriété intellectuelle, au moins pour ce cas particulier. Cette question de vaccin, elle rappelle, elle est directement liée à celle du transfert des technologies qui fera l'objet de la table ronde qui va suivre et qui sera présidée par Monsieur Pierre Gendreau.
C'est l'ancien président et l'administration de l'Association française des spécialistes de propriété intellectuelle de l'industrie. Son expérience dans le domaine n'a pas à être démontrée. Il a travaillé dans différents groupes tels que Philips, Total, Framatome. Il a occupé le poste du directeur de la propriété industrielle au sein d'un groupe PSA, Peugeot Citroën. Et également, il est reconnu pour ses qualités d'expertise auprès des juridictions telles que la Cour de cassation, entre autres. Je laisse la parole à Monsieur Gendreau. Bonjour à tout le monde. Merci pour ces quelques mots, ces louanges, Anne. Je pense qu'on ne va pas en rajouter. La table ronde qui va suivre, ce sont à la fois des économistes et également des industriels. Donc il n'y a pas que des juristes pour parler de transfert de technologie. Il y a également l'économiste qui va peser en termes de millions de dollars ou autres, qu'est-ce que c'est l'enjeu économique, et puis l'industriel et le conseil en propriété industrielle qui va accompagner. Table ronde donc dans lequel vont intervenir, je citerai en premier Julie Hervé parce que c'est elle qui va nous parler. Elle est conseillère en propriété intellectuelle de l'INPI, donc, mais elle est à l'ambassade de France de Pékin. On aura ensuite François, chimiste ou chimiste, je ne sais pas trop s'il faut faire un K ou un CH. Analyste, donc on a des économistes ici au sein de l'équipe d'économistes du Mercator Institute for China Studies, qui est entre Paris et Berlin, et Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation. Merci encore à Romain Soustel, et puis quel choix judicieux. Depuis 2 jours, on fait la une des journaux pour ce transfert de technologie, parce qu'il y a transfert de technologie sur les sous-marins nucléaires. Donc, il n'y a qu'à lire Le Monde et on trouve effectivement qu'est-ce que c'est qu'un transfert de technologie. Il y a 2 pages dans Le Monde, 2 pages dans Les Échos, 12 sous-marins nucléaires. Donc, on se dit non, c'est du matériel. Pas du tout. Derrière, c'est du transfert de technologie. Voilà quel était apparemment l'enjeu. Mais derrière, c'est au niveau économique 50 milliards australiens, c'est-à-dire 35 milliards d'euros, dont 8 milliards pour la France, qui devait venir à la France, puisqu'une grosse partie quand même était fabriquée sur place. Fabriquée sur place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un transfert de technologie dans lequel on va apprendre aux Australiens, effectivement, à fabriquer ces sous-marins nucléaires. Donc, il y a du transfert de technologie. C'est ça qui est en jeu derrière. Mais Julie Hervé va nous parler quelques minutes de qu'est-ce qui se passe en Chine. Julie, je te passe la parole pour cette présentation de l'état de la propriété intellectuelle en Chine. Donc, voilà, l'objectif pour démarrer, c'est de vous donner un petit peu des éléments de contexte sur l'environnement de propriété intellectuelle de la Chine, parce que on a souvent beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est la propriété intellectuelle en Chine. Or, elle a énormément évolué au cours des dernières années. Et donc, ce que je voulais commencer par faire, c'était vous montrer un petit peu quelques chiffres, puisque les chiffres ont énormément augmenté, les chiffres de dépôt, et aujourd'hui, on voit que la Chine utilise énormément la propriété intellectuelle et qu'elle est devenue un des plus gros déposants au monde, puisque, comme on peut voir sur la slide, elle représente à elle seule près de la moitié des demandes mondiales de brevets, enfin plus de 40% des demandes mondiales de brevets. Et d'ailleurs, les Chinois déposent 2 fois plus. En 2019, ils ont déposé 2 fois plus de brevets que n'en a reçu l'Office américain des brevets. La Chine représente la moitié de l'activité mondiale en matière de dépôt de marque également. Et puis, dans certains aspects, pour certains titres de propriété industrielle, comme les modèles d'utilité, elle représente à elle seule près de 97% du total mondial de l'activité. Donc, ce sont des chiffres qui sont vraiment colossaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine, elle dépose également de plus en plus vers l'international. Notamment, elle est devenue premier déposant de brevets PCT, en devançant les États-Unis pour la première fois en 2019, et ce depuis que le système PCT existe.
Même chose en matière de dépôt de marque, elle est extrêmement bien positionnée. Et si on regarde un petit peu à l'échelle individuelle des déposants, on constate que les plus gros déposants au monde sont des déposants chinois. Je pense par exemple à l'entreprise Huawei, qui est le plus gros déposant au monde de demandes PCT. Et de même, si on regarde ce que font les universités, on voit que les universités chinoises sont également très bien représentées, en tout cas en matière de dépôt PCT. Donc, la raison pour laquelle je voulais vous donner un petit peu ces chiffres, c'est parce que ils illustrent bien que la Chine, qui a pu être dans l'histoire un pays, et il n'y a pas si longtemps que ça, qui méconnaissait la propriété intellectuelle, aujourd'hui, elle est vraiment devenue l'un des plus gros utilisateurs de propriété intellectuelle et je peux maintenant passer la parole à mes collègues qui, je crois, vont faire un petit historique de cette évolution. Vincent Rémy, donc, qui est conseiller en propriété industrielle et surtout qui est installé à Hong Kong. Il est la base du cabinet LLR à Hong Kong, va nous faire un petit peu un rappel historique et la place des brevets en Chine. Merci Pierre. D'abord, je vérifie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Oui, en effet, comme le disait Julie, la Chine est maintenant le numéro 1 en matière de dépôt de brevets mondialement. C'est finalement un phénomène qui dure déjà depuis presque 10 ans, enfin même 10 ans révolus maintenant, puisque la Chine était déjà passée devant les États-Unis en nombre de dépôts de brevets en 2011. Donc ça fait aujourd'hui déjà 10 ans que la Chine est première. Et pourtant, comme l'a dit aussi Julie, la Chine méconnaissait le droit des brevets. Et il y avait de bonnes raisons pour que la Chine boude le système des brevets. Tout d'abord, les brevets, ou la propriété intellectuelle en général, ça repose sur la propriété privée. Et la propriété privée, c'est effectivement une notion qui, en Chine, n'était pas du tout une valeur développée dans la culture chinoise. Là, je ne parle même pas du caractère de la Chine actuelle communiste, mais même dans la Chine impériale, la notion de propriété privée n'était pas quelque chose de couramment admis. Au pire, on pouvait dire qu'il devait y avoir un seul propriétaire, c'était l'empereur, mais il n'y avait pas de notion de propriété privée développée. Donc ça constituait de mauvaises bases pour développer un système de droit de la propriété intellectuelle. Et puis deuxième raison pour la Chine de se désintéresser du système des brevets, c'est son désintérêt général pour tout ce qui était judiciaire. Dans la culture chinoise, recourir au juge pour régler un litige et un différend avec un tiers, bah, c'est l'échec. C'est la preuve qu'on n'a pas réussi à régler ces problèmes. Et puis c'est quasiment l'assurance qu'on va perdre la face publiquement. Au moins une des deux parties va perdre la face publiquement, sinon les deux. Donc tout ça constitue effectivement pas un terreau tout à fait favorable pour accueillir le droit des brevets. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé depuis 50 ans en Chine, c'est le résultat de la politique d'ouverture de la Chine qui avait été décidée dans les années 70 par Deng Xiaoping. C'était l'accès à l'économie de marché comme moyen pour la Chine de sortir le peuple chinois de la pauvreté et de faire du commerce avec le reste du monde pour augmenter le niveau de vie, augmenter le niveau d'éducation des gens. Et tout ça est donc planifié depuis environ 50 ans et se déroule comme prévu, en deux temps. Tout d'abord, une ouverture, une offre de services à bas coût de production, et tout le monde sait maintenant que la Chine est bien devenue l'usine du monde. Et dans un deuxième temps, les salaires augmentant et le niveau d'éducation des populations augmentant, un relais de cette activité par une activité de R&D protégée par de la propriété intellectuelle. Et donc, ça fait 50 ans que la Chine prépare son droit de la propriété intellectuelle. L'Europe le fait depuis plus de 200 ans, mais la Chine a parcouru tout le même chemin en un temps record. Et donc, les premières initiatives datent des années 70, 75, avec des visites en Europe et notamment en France pour développer le système judiciaire, une collaboration avec la profession française d'avocat pour créer officiellement en Chine la profession d'avocat, qui n'existe que depuis 1986.
quand je vous disais que le recours aux tribunaux n'était pas quelque chose de très souhaitable dans la culture chinoise, cela l'illustre bien. Et puis la première loi sur les brevets, elle arrive en 1984. Elle est fortement inspirée par le droit allemand. Ceux d'entre nous qui pratiquent un petit peu ont reconnu pas mal de caractéristiques du droit allemand dans le droit des brevets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Eh bien, sous cette initiative interne d'ouverture et sous une pression parallèle de l'extérieur, et notamment des États-Unis, bien sûr, qui souhaitaient disposer en Chine de lois protégeant les créations intellectuelles, eh bien, on avait là un concours de deux facteurs, un facteur interne et un facteur externe, qui étaient le meilleur moyen d'aboutir au déploiement des instruments de protection. Alors, je vous passe les évolutions qui ont été très rapprochées. Le droit des brevets en particulier a connu déjà 4 réformes. Hein. La 4e réforme vient de passer. Et où est-ce qu'on en est? Qu'a fait le gouvernement au cours de toutes ces années? Il a fortement encouragé au dépôt de brevets, notamment par une fiscalité attractive pour les entreprises. Je dirais que ça, c'est vraiment typique de la méthode pragmatique chinoise qui consiste à activer des moyens qui permettent d'arriver au résultat, même si l'esprit est un petit peu différent. Le résultat, ce qui compte dans un premier temps, c'est le résultat, et le résultat est là puisque les entrepreneurs chinois se sont mis à déposer beaucoup de brevets, on vient de le voir. Les lois se sont adaptées à mesure de l'évolution des besoins internes et bien sûr à mesure des pressions américaines. La Chine voulait adhérer à l'OMC, on l'a vu tout à l'heure. Les États-Unis ont fait pression et ont aidé la Chine à adhérer à l'OMC, moyennant l'adoption de dispositifs législatifs appropriés dans le système interne chinois. Les derniers progrès, ce sont la spécialisation des tribunaux dans les grandes villes. Les grandes villes chinoises ou les provinces connaissent toutes maintenant des cours spécialisés en matière de propriété intellectuelle qui peuvent rendre des décisions basées sur l'expérience dans des délais assez courts, ce qui est reconnu par l'ensemble des praticiens et qui satisfait grandement les justiciables. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Les points à signaler aujourd'hui, je dirais, en matière de brevet ou de propriété intellectuelle au sens plus large, c'est tout d'abord que les instruments de protection en Chine sont désormais très en faveur des titulaires de droit. Peut-être même un peu trop, parce que les dernières réformes ont dû prendre en compte les abus de certains titulaires qui étaient de mauvaise foi et qu'on peut qualifier de trolls, de profiter d'une loi extrêmement bénéficiaire aux titulaires de droit. Donc, un régime très favorable aux titulaires de droit, des statistiques qui montrent que les entreprises étrangères gagnent leur procès dans l'écrasante majorité des cas. Je crois que ça dépasse encore les 94 ou 15%, le nombre de litiges dans lesquels c'est l'entreprise étrangère qui l'emporte. Et puis, un dédommagement qui est pourtant connu pour être trop faible, mais qui est en constante augmentation par les réformes législatives et par la pratique des tribunaux, et puis l'apparition relativement récente de dommages punitifs qui maintenant permettent d'accroître encore le dédommagement. Donc vous voyez un panorama très favorable aux déposants de demandes de protection. Très bien, très bien. Et le brevet en Chine, différent du brevet en France ou au fond, c'est la même chose? C'est la même chose, c'est aussi différent. Bien entendu, en droit positif, si on lit le texte de la loi, on trouve beaucoup de similitudes et c'est aussi l'intérêt de tout le travail d'harmonisation qui est fait en matière de brevet. C'est très proche, comme je l'ai dit, du système allemand. Donc, on va y retrouver, attention, en Chine, on trouve sous le terme brevet 3 catégories de droits, les brevets d'invention, les brevets de modèles d'utilité et les brevets de dessin. Donc, on voit très bien là l'influence du droit allemand, en tout cas pour les modèles d'utilité. Dans la pratique, évidemment qu'on trouve des différences. L'appréciation de domaines techniques est différente, l'appréciation de l'activité inventive est différente. Donc oui, la mise en œuvre implique, trahit certaines approches pratiques
un peu différentes. Je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays. D'accord, merci Vincent. Quelques mots maintenant sur le transfert de technologie. On parle droit de propriété industrielle, mais n'oublions pas, le sujet de cette table ronde, c'est le transfert de technologie. Dans transfert de technologie, il y a deux mots. Il y a transfert et il y a technologie. De la technologie, c'est tout un ensemble de connaissances. On disait à l'époque de Mousseron du savoir-faire et on parlait de contrats de communication de savoir-faire. On parle entre industriels assez souvent de transfert de technologie. J'en ai connu. J'ai été chez les industriels, j'ai été en particulier chez Total. Chez Total, on achetait des fours catalytiques aux Américains et on les installait dans les raffineries Provence ou Gonfreville. Ce n'était pas un transfert de technologie. On achetait du matériel, il y avait une unité de raffinage qui était dessinée par les Américains, elle était livrée, point barre. Il y avait un petit peu de technologie si jamais on la regarde, mais il n'y avait pas un transfert de technologie aux sociétés totales exploitantes. J'ai connu par contre chez Framatome, puisque j'ai été chez le constructeur de centrales nucléaires, des transferts de technologie et des transferts de technologie forcés. On a vendu, d'abord, on a acquis des Américains la technologie, effectivement, de l'eau pressurisée. Toutes les centrales nucléaires sont à l'eau pressurisée. Le CEA avait développé une filière, graphite gaz, sous l'emprise un peu de De Gaulle. Et au moment de Giscard d'Estaing, on avait choisi la filière américaine qui était de l'eau pressurisée. Les Russes avaient, eux, de l'eau bouillante. Et donc, on avait acquis des Américains toute la technologie de l'eau pressurisée. Et on avait eu effectivement un transfert de technologie, mais fermé, c'est-à-dire qu'on avait le droit de le construire en France et on ne s'est pas gêné. On a construit 60 centrales nucléaires sur le même modèle et on a également développé un petit peu de technologie parallèle. Et puis tout d'un coup, on est allé voir les Chinois et on leur a dit, si vous voulez, on va vous transférer, pardon, on va vous construire des centrales. Et là, il y a eu un petit peu, on nous a forcé la main et on nous a dit, OK, mais on veut apprendre certains morceaux de technologie. Première centrale de Guangdong 1, on veut apprendre effectivement comment on construit les radiers puis les cheminées en béton. Bon, c'était du bétonnage, ça n'a aucune valeur, on leur a appris. Et Guangdong 2, ils nous ont dit on veut également apprendre les pressuriseurs. Donc, forcé, si jamais on voulait vendre Guangdong 2 10 milliards d'euros, il fallait leur transférer la technologie des pressuriseurs. Guangdong 3, on leur a transféré la technologie des cuves. Et donc, petit à petit, les Chinois ont eu la technologie. Pour faire un parallèle à ce qui se passe actuellement avec les sous-marins nucléaires, on est dans le nucléaire dans les deux cas. Dans le nucléaire, sous-marin nucléaire, on comprend bien qu'on est là cette fois-ci dans du militaire. Donc le contrat qui est passé entre la société Naval Group, qui était les directions, les chantiers navals de la France, et puis l'équivalent en Australie, ce contrat est doublé par un contrat entre l'État français et l'État australien, tout comme il était doublé à l'époque de Framatome entre les États-Unis d'Amérique et puis la France pour le transfert, parce que derrière, il pouvait y avoir du nucléaire militaire. Bon, mais là, c'était vraiment des sous-marins nucléaires qui sont en jeu. On est dans du transfert de technologie. Pourquoi? Les négos ont commencé le 26 avril 2016. On remporte l'appel d'offres. Ça veut dire qu'au niveau économique, on a fait une offre qui était économiquement valable. Techniquement, elle était valable. Donc, on remporte l'appel d'offres. Février 2019, 3 ans de négociation, ou plutôt 18 mois de négociation du contrat de transfert de technologie. Là, on est dans la partie juridique, on ficelle tous les contrats. Un premier contrat entre deux sociétés semi-privées, semi-publiques, doublé par un contrat d'État secret derrière. Février 2021, on a commencé depuis plus de 2 ans à transférer. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que 600 Français sont actuellement en France en train d'expliquer à 400 Australiens comment on conçoit un sous-marin nucléaire. Ça veut dire toute la technologie de conception. Et il y a actuellement 300 Français en Australie qui expliquent à tout le bureau d'études australien, voilà comment on réalise et comment demain vous allez pouvoir concevoir et construire ces sous-marins nucléaires. 35 milliards d'euros, c'était 50 milliards de dollars australiens marqués dans les journaux. 8 milliards pour la France parce que la plupart des dépenses vont se faire en Australie. Mais 8 milliards quand même. Donc au niveau économie, c'est quelque chose. J'ai connu également au niveau automobile les transferts qu'il y a pu y avoir entre Peugeot, Citroën et puis les équivalents chinois. On nous avait obligés, donc forcé la main, à faire une filiale dans laquelle il y avait 51% de Chinois, 49% de Français. Et donc, on transférait la technologie à une entité qui était demi-française, demi-chinoise. 51, mine de rien, on n'avait pas le pouvoir. Mais bon, économiquement, c'était nous à l'époque. Puis petit à petit, on se fait pousser dehors. Ça, c'est la vie. Bon, voilà qu'est-ce que c'est que le transfert de technologie forcé. On n'est pas dans la suite, dans la technologie volée, c'est-à-dire dans l'intrusion par quelqu'un dans les systèmes informatiques et dans le dérobe de la technologie. On va vous parler dans la suite de technologie, de transfert de technologie volontaire, de transfert de technologie forcée. Voilà ce qu'on va vous parler tout à l'heure. Et donc maintenant, on a notre ami, c'est François Kimitz peut-être et Antoine Bondaz qui vont nous parler effectivement des enjeux pour la Chine. Donc, je vous passe la parole. Peut-être François, tu es là? Oui, oui, tout à fait. Je pensais que Antoine devait ouvrir, mais oui, je peux oui, tout à oui, fait. je ne le vois pas, mais est-ce qu'il est là? Je suis bien là et je vous entends. Vous m'entendez bien. D'accord. Alors Antoine, c'est toi qui ouvres sur les enjeux. Merci. Alors l'idée c'était un peu d'apporter un peu de contexte et de décentrer. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique droit de propriété intellectuelle. Je travaille avant tout sur les questions de politique étrangère et de sécurité et évidemment sur les questions chinoises. Et puis ce que vous venez de raconter sur les questions de sous-marins aussi m'ont pas mal occupé ces derniers jours. Juste une précision, hein, c'était bien des sous-marins à propulsion conventionnelle entre la France et l'Australie, et c'est justement ce que les Américains désormais proposent, des sous-marins à propulsion nucléaire. Sur le cas de la Chine, ce qui est extrêmement important de rappeler, et ça a été parfaitement fait par vous, Pierre Gendreau, c'est vraiment de rappeler un peu une évolution du côté chinois. Alors, je vous épargne l'histoire politique ou l'histoire économique de la Chine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, dans les années 80, au début des années 80, suite à l'ouverture et à la réforme initiée lors du congrès de 78, a parfaitement conscience de son retard technologique, du fait que son écosystème d'innovation n'est pas du tout adapté, et elle a un héritage notamment du fonctionnement soviétique de fait, avec l'existence à partir de la fin des années 40, surtout des années 50, de grandes académies, l'Académie des sciences, de ce qu'on appelle des ministères de machinerie industrielle, qui sont devenus in fine des conglomérats de défense, etc. Et donc à partir des années 80, il y a un effort chinois qui est très important afin de moderniser véritablement l'écosystème d'innovation en Chine. Et ça passe par deux voies. Il y a une voie très institutionnelle, structurelle, entre guillemets, organisationnelle. C'est évidemment de donner un poids de plus en plus important à certaines universités, à réorganiser les centres de recherche au niveau des universités. Et vous avez également, dans ces 10-15 dernières années, de nombreux plans nationaux afin de financer certaines universités au détriment d'autres et d'assurer que certains centres de recherche montent en compétences et atteignent une masse critique en termes de recherche, etc. Mais ce qui est extrêmement également important du côté chinois dans les années 80, c'est aussi le lancement de grands programmes de rattrapage, bien plus que d'innovation technologique, et notamment à partir du milieu des années 80. Il faut bien comprendre que du point de vue chinois,
un des, entre guillemets, traumatismes, ou en tout cas un des facteurs déclenchants, c'est l'initiative de défense stratégique, notamment du président Reagan au début des années 80. Et ça va faire prendre conscience à la Chine non seulement de son retard, mais elle en avait déjà conscience, mais du fait que les capacités et notamment les technologies émergentes peuvent être utilisées par les États-Unis à des fins militaires. Et donc, à partir des années 80, vous avez quelque chose qui est fait une association qui est extrêmement étroite, qui n'est pas propre à la Chine, qui est propre à de nombreux autres pays également, mais entre développement économique et sécurité nationale. Et avec l'idée que les sciences et les technologies et surtout les capacités d'innovation sont indispensables non seulement pour le développement économique, et ça a été le focus pendant de nombreuses années, entre guillemets, à l'étranger, mais aussi pour la sécurité nationale. C'est ce qui explique notamment un grand plan d'innovation qui débute en 1986, en mars 1986, qu'on appelle aujourd'hui encore le plan 863, qui est véritablement encore aujourd'hui le premier grand plan d'innovation et de rattrapage technologique de la Chine. Il couvrait une quinzaine de domaines. La majeure partie était publique, c'est-à-dire qu'on connaissait, et puis 3 autres ne l'étaient pas. Et a priori, par exemple, parmi ces 3 autres, vous auriez notamment le programme de simulation qui permettait de remplacer, entre guillemets, les essais nucléaires et l'expérimentation physique des essais par notamment un programme de simulation, que ce soit de calcul, de simulation des réactions nucléaires, etc. Ce programme 863, il est encore une fois au fondement du système d'innovation et en tout cas des grands plans d'innovation chinois. Et en Chine, vous avez encore aujourd'hui une planification extrêmement étroite de cet effort d'innovation qui se fait avec plusieurs temporalités. Vous avez généralement un plan qu'on appelle à moyen et long terme sur 15 ans. Le dernier ayant été 2006-2021. Alors moi, je n'ai pas encore vu le plan pour 2021-2035, mais il devrait y en avoir un dans les mois qui viennent. Des plans évidemment quinquennaux, c'est-à-dire qu'associé au plan quinquennal national sur les questions économiques, va être associé généralement des plans de développement des sciences, etc. Et puis parfois des plans sur 3 ans ou sur 1 an. Et on le voit ça de façon très régulière, que ce soit dans l'innovation en tant que telle, mais aussi dans les ambitions chinoises en matière de normalisation, etc. Ce qui est très important, c'est que les Chinois, ils ont parfaitement conscience aujourd'hui, le régime politique, qu'il y a encore un retard de la Chine dans ce domaine-là, et donc la nécessité de poursuivre la montée en gamme, que ce soit à travers des transferts de technologies, que ce soit à travers le développement des capacités propres d'innovation dans le pays, et que ce soit aussi potentiellement, il faut le dire, à travers l'acquisition plus ou moins licite, parfois illicite, de technologies à l'étranger. Et au-delà un peu de souvent la perception qu'on peut avoir d'une Chine qui aujourd'hui dans les sciences et technologies serait une grande puissance, elle a évidemment connu une évolution considérable ces 30 et 40 derniers, mais la Chine n'est pas encore la grande puissance scientifique et technologique qu'elle ambitionne d'être et qu'elle sera, si elle continue ses efforts, très certainement dans les années ou plutôt les décennies à venir. Et d'ailleurs, les ambitions chinoises, que ce soit dans les grands plans ou dans les plans à plus long terme, montrent bien que l'objectif de la Chine, c'est avant tout la fin des années 2040, bien plus que 2030 ou 2035, pour être le leader, entre guillemets, dans les sciences et les technologies, même si sur certains segments, par exemple l'intelligence artificielle, etc., on a un objectif chiffré à plus court terme, puisque là, on est plutôt dans les années 2030. Donc, du point de vue chinois, il y a une véritable vulnérabilité du fait de ce retard technologique. Il est mentionné de façon extrêmement explicite, par exemple dans le livre blanc de la défense chinoise qui avait été publié en 2019, et puis il est répété notamment par le secrétaire général dans plusieurs discours. Ce qui est très important, c'est que la Chine, donc en essayant de monter en gamme, veut le faire, y compris à travers des plans industriels. C'est le cas, par exemple, du plan Made in China 2025, qui n'est pas tant, comme ça avait été trop souvent et parfois, la plupart du temps, présenté comme une volonté de la Chine d'inonder entre guillemets le reste du monde avec des produits de plus haute qualité. C'est aussi et avant tout la nécessité du point de vue chinois de monter en gamme, c'est-à-dire d'être moins dépendant de technologies étrangères. Et ça, c'est fondamental dans 10 domaines clés, que ce soit l'aéronautique, la robotique ou autre. Et cette nécessité chinoise, elle est fondamentale et on oppose souvent, on présente souvent l'Europe, les États-Unis comme dépendants de la Chine sur le plan commercial parce qu'il y a un déficit, même s'il faut le relativiser. Les États-Unis ont un déficit, l'Union européenne a un déficit, l'Allemagne, par exemple, n'en a pas.
Mais du point de vue de la Chine, il y a une interdépendance dans l'autre sens. Il y a une interdépendance en termes de technologie. Les Chinois restent aujourd'hui extrêmement dépendants des technologies étrangères et notamment des technologies occidentales. Alors, on voit qu'à travers des phénomènes d'acquisition d'entreprises, par exemple dans la robotique avec KUKA en 2016, un des géants de la robotique allemand, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore un retard. Et par exemple, si on prend un exemple en recherche fondamentale, sur les 20 dernières années, la France a obtenu, des chercheurs français ont obtenu 11 prix Nobel dans les sciences dures, donc physique, chimie, médecine, etc. La Chine seulement un en médecine. En termes de médailles Fields ou de prix Abel en mathématiques, la France de mémoire en a obtenu 4 et 5, la Chine 0. Et donc, il y a de fait un retard. Et ce n'est pas parce que la Chine publie davantage que la Chine aujourd'hui est la superpuissance scientifique et technologique qu'elle ambitionne d'être, avec raison, hein, quand on devient progressivement l'une des premières puissances économiques. Il est tout à fait légitime d'avoir l'ambition d'être une grande puissance technologique. On en parlera plus tard, peut-être de façon beaucoup plus approfondie, sur la question, ça vous intéresse par exemple, des normes techniques et des ambitions de la Chine, de comment elle a fait évoluer son système de normalisation en interne, les ambitions qu'elle peut avoir à l'étranger, les partenariats qu'elle veut développer, notamment avec les pays en développement. Mais encore une fois, ce qui est extrêmement important de rappeler, c'est que du point de vue chinois, il y a cette perception d'une vulnérabilité parce que dépendant des technologies étrangères. Et ce qui inquiète évidemment le pouvoir chinois de plus en plus ces dernières années, c'est que les États-Unis et d'autres pays sont en train de restreindre l'accès par la Chine à ces technologies. Alors, vous l'avez vu sous l'administration Trump, et puis vous le voyez, ça se poursuit sous l'administration Biden. Les Américains, aujourd'hui, considèrent que ce n'est pas tant les trade wars, comme on a tellement parlé en 2016, 2017, etc., qui sont importantes, c'est plutôt les tech wars, et s'assurer qu'aujourd'hui, les transferts de technologies vers la Chine, ou en tout cas certaines coopérations qui sont notamment dans des secteurs sensibles, je ne parle pas de tous les secteurs, mais vraiment les secteurs sensibles, y compris pour la sécurité nationale, que ces transferts de technologies soient rendus beaucoup plus compliqués, complexes, si ce n'est qu'ils soient interdits. Et par exemple, un exemple très concret, le département de l'énergie, depuis 2019, interdit aux salariés, enfin, au personnel du département de l'énergie, par exemple, de travailler avec des coopérations avec la Chine tant qu'ils sont au DOI, par exemple. Merci Antoine. François, quels enjeux au niveau économique, le transfert de technologie entre la France et la Chine? Bonjour à tous. Alors, je vais revenir très rapidement, je vais partager quelques slides. Cette centralité renouvelée, en tout cas cette priorité encore rehaussée qui est donnée à la question de l'innovation et des technologies en Chine, au-delà des questions de vulnérabilité qu'Antoine a évoquées et sur lesquelles on reviendra plus en détail par la suite, il faut aussi bien avoir en tête que le modèle chinois tel qu'il a accompagné, ou en tout cas il a permis ce développement absolument extraordinaire de la puissance économique qui est aujourd'hui la Chine, est en train de s'essouffler d'un point de vue tout d'abord strictement économique. Les deux principaux facteurs de croissance sur ces 30 dernières années, c'est de manière assez grossière le transfert de la masse de population et de travailleurs depuis les secteurs agraires vers les secteurs industriels. Et ce transfert-là est maintenant quasiment fini. Il n'y a plus de nouveaux. Il n'y a plus cette réserve de main-d'œuvre qu'on peut allouer à des secteurs plus productifs. Et ensuite, il y a aussi la mobilisation d'une épargne absolument incroyable qui a aussi atteint ses limites aujourd'hui du fait des problématiques plus complexes que cela génère en matière de dynamique d'endettement. On ne va pas revenir en détail ici sur ce sujet qui est un peu compliqué, mais qui en tout cas permet d'expliquer que les autorités chinoises sont tout à fait conscientes que les deux principaux facteurs de croissance qui ont expliqué le modèle et son développement sont aujourd'hui en perte de vitesse, si ce n'est complètement épuisée, et qu'elle doit maintenant basculer vers une croissance qu'on appelle dans le milieu économique une croissance intensive, c'est-à-dire extensive, c'est-à-dire en utilisant mieux les facteurs de production qu'on a maintenant pleinement mobilisés. Et bien évidemment, dans ce nouveau modèle que les autorités cherchent à définir, la question de la technologie et de l'innovation est bien évidemment centrale. En plus de cette dimension économique, il y a aussi la chose extrêmement basique qui est que la population chinoise
connaît une transition démographique extrêmement rapide et on va doucement aller du ratio, ce qu'on appelle de dépendance, c'est-à-dire du nombre d'actifs sur le nombre de non-actifs, c'est-à-dire en général les enfants et les personnes âgées, qui est aujourd'hui grosso modo de 3 actifs pour une personne. Il va être à l'horizon 2050 de grosso modo un actif pour une personne non active. Et donc en matière de productivité pour les personnes actives, pour pouvoir supporter les besoins de vie élémentaires des personnes non actives, les gains de productivité vont devoir être extrêmement importants. Là aussi, la technologie est centrale. Et d'ailleurs, dans l'histoire économique, a été théorisée cette difficulté à passer de ce niveau de revenu, on va dire grosso modo intermédiaire, et à réussir le rattrapage vis-à-vis des pays les plus avancés économiquement, a été créé ce concept de trappe à revenu intermédiaire, où en effet, quand on regarde les tendances longues, on observe qu'un grand nombre de pays réussissent à sortir de la pauvreté de manière systémique, mais ensuite tendent souvent à caler un peu en matière de croissance économique et stagnent dans la distribution générale des niveaux de richesse autour d'un niveau de ce qu'on appelle de revenu intermédiaire tel que défini par la Banque mondiale. Donc tout ça explique cette centralité nouvelle qui est extrêmement importante dans le discours, mais aussi dans les politiques vis-à-vis des questions de technologie et donc qui nous intéressera pour la question ici spécifiquement des transferts, mais qui explique aussi les efforts extrêmement importants qui sont faits en interne pour développer un cadre favorable à la propriété intellectuelle et à l'innovation technologique. Et là-dessus, je laisse la main à Madame Hervé, qui va nous expliquer, je pense, le développement justement de ce cadre-là. Oui, alors pour revenir un petit peu donc, sur ce que prévoit aujourd'hui la Chine en matière de transfert de technologie forcée. Alors c'est vrai que bon, je ne vais pas revenir sur le système de propriété intellectuelle dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui a énormément évolué en Chine au cours des 40 dernières années, qui s'est renforcé, qui s'est sophistiqué, qui est aujourd'hui d'ailleurs conforme aux standards internationaux. Mais c'est vrai que donc depuis quelques années, on entend pas mal de voix s'élever pour dénoncer les transferts de technologies forcés dont font l'objet subissent les entreprises étrangères en Chine. Alors, par transfert de technologies forcés, on fait référence à toutes les mesures, à toutes les politiques qui vont conditionner l'accès au marché pour une entreprise étrangère à un transfert de technologie. Et donc, voilà, ça fait maintenant quelques temps qu'on entend de la part de l'UE, de la part des US, des critiques qui s'élevaient vis-à-vis de ces transferts de technologie forcés. Et donc, pour réagir à ça, la Chine a adopté assez récemment une loi sur les investissements, une loi sur l'investissement étranger. Donc, elle a été adoptée en mars 2019 et elle est entrée en vigueur en janvier 2020. Et cette loi interdit formellement les transferts de technologies forcés. Et puis, elle fait référence à des principes de concurrence équitable et d'égalité de traitement entre les entreprises chinoises et les entreprises étrangères. Donc, d'après cette loi, les administrations chinoises ne peuvent plus imposer de transfert de technologie, par exemple dans le cadre de procédures d'inspection ou d'octroi de licences ou d'autorisation de tout genre. Donc cette loi a été globalement bien accueillie. Pour autant, on constate que elle reste assez peu opérationnelle. Elle est rédigée dans des termes qui sont très généraux et finalement, elle ne met pas non plus en place de système de sanctions en cas de transfert de technologie forcée, s'il y en avait encore, ou en cas de divulgation de secrets commerciaux qui pourraient être donnés dans des procédures d'obtention de licences ou d'agréments, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on constate que cette loi, elle a vraiment été adoptée dans un mécanisme de réaction, dans un timing qui vraiment correspond un peu au moment où les critiques se sont faites plus fortes. Et elle est utilisée un petit peu pour illustrer la bonne foi des autorités chinoises. Pour autant, on peut donc
avoir des doutes sur sa réelle efficacité. Et notamment, lorsque l'on connaît un petit peu la réalité du marché chinois et les conditions d'accès au marché chinois qui sont aujourd'hui encore très restrictives, très contraignantes pour les entreprises étrangères et qui vont notamment très souvent contraindre les entreprises étrangères à s'associer avec des partenaires locaux pour être en capacité à accéder au marché chinois. Or, on le sait bien, ces partenariats locaux, ces partenariats avec des entreprises chinoises, elles peuvent impliquer des transferts de technologie qui seront volontaires ou qui seront volontaires subis ou qui seront même totalement forcés. Par ailleurs, alors ce qu'il faut également noter et qui est assez important dans ce cadre-là, c'est que les technologies, une fois qu'elles ont été développées en Chine, les technologies développées en Chine, la propriété intellectuelle développée en Chine, peuvent faire l'objet d'un certain nombre de restrictions à l'exportation de la part des autorités chinoises. Donc ça concerne par exemple le cas d'activités de R&D qui sont opérées par une société qui serait la filiale d'une entreprise française en Chine. Au moment où cette filiale voudra transférer sa propriété intellectuelle vers même ne serait-ce que sa maison mère à l'étranger, en Union européenne, en France, les autorités chinoises ont un droit de regard valider ou bloquer ces transferts de propriété intellectuelle-là. Donc, on est vraiment dans un cas où tout ce qui est développé en Chine, les technologies ou la propriété intellectuelle qui est développée en Chine, peut se voir contrainte à rester en Chine. Et ce mécanisme de contrôle des exportations a d'ailleurs été, d'exportation des technologies, a d'ailleurs été encore renforcé récemment. Donc on voit un petit peu deux mouvements un peu contradictoires, d'un côté une loi et de l'autre des pratiques qui restent quand même assez contraignantes. Donc si officiellement la Chine a interdit les transferts de technologies forcés, dans la pratique on voit que les contraintes qui pèsent sur les entreprises elles sont encore assez importantes et on pourra d'ailleurs donner un petit peu plus tard dans le cadre de cette table ronde des exemples spécifiques de secteurs dans lesquels les entreprises sont vraiment très fortement impactées. Très bien. François, peux-tu nous donner quelques mots sur la réalité de ces pratiques vis-à-vis des entreprises de l'Union européenne? Alors, tout à fait. Le sujet est éminemment compliqué à aborder d'un point de vue économique parce que le phénomène est en soi opaque, déjà, tout d'abord, par nature, puisqu'on parle de transfert entre entreprises avec des niveaux de coercition qui, comme vient d'expliquer Madame Hervé, ne sont plus de l'ordre du vol à proprement parler, ce n'est pas ce dont on parle ici, mais de type de rapport de force où la ligne rouge, en fait, est plutôt une zone grise, ce que d'ailleurs illustre assez bien un rapport de l'OCDE qui présente un continuum des mesures à même d'entraîner des transferts coercitifs de technologies au niveau international, où en fait le contexte fait basculer un pan de ces mesures, on va dire normalement relativement acceptables, en fonction du cadre juridique, de l'opacité, de l'implication de l'État. Ces mesures qui peuvent paraître bénignes dans un environnement, on va dire, de cadre juridique, de droit tel que nous, on peut le connaître dans les systèmes capitalistes libéraux en Occident, peut basculer dans des phénomènes plus coercitifs en fonction de l'environnement. En plus de cela, de la nature opaque des phénomènes, il y a aussi une volonté de ne pas communiquer très souvent de la part des acteurs impliqués dans ces transferts, soit parce qu'ils ne sont pas très fiers de devoir transférer, parce que c'est des sujets en général aussi proches de leur secret d'affaires, de leur stratégie d'entreprise. Et enfin, dernier niveau de complexité, en plus de l'identification du problème, celui du calcul du préjudice ou ce qui aurait dû être le prix sans ces coercitions qui auraient dû être payées pour obtenir cette technologie, à la fois à l'instant T et dans le temps. Donc, les économistes n'aiment pas traiter des sujets qu'il est difficile à quantifier, et donc c'est vrai qu'en général, ils n'aiment pas beaucoup traiter la question des transferts de technologie. Il n'empêche, du fait de la sensibilité extrêmement importante au niveau politique sur ces questions, des estimations ont dû être faites, existent, notamment de la part des autorités américaines sur des hypothèses qu'on pourra qualifier
dosées en tout cas, mais qui ont le mérite d'exister et qui au moins permettent d'avoir un ordre d'idée de la grandeur des phénomènes dont on parle. Et les États-Unis ont estimé le préjudice annuel entre 200 et 600 milliards d'USD du fait de ces transferts coercitifs et des entorses à la propriété intellectuelle plus largement en Chine. Ce qui paraît être une estimation quand même extrêmement élevée. Quoi qu'il en soit, au niveau européen, il y a quand même un accord sur l'appréciation de l'ampleur du problème, puisque encore actuellement, la Commission européenne parle de problèmes systémiques vis-à-vis des transferts coercitifs de technologie, et puis au niveau aussi des contrefaçons, qui sont un autre problème lié à la propriété intellectuelle. La Chine représente toujours environ 80% des saisies en douane par l'Union européenne de produits contrefaits. Les chambres de commerce, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, proposent aussi des estimations grâce à des sondages sur lesquels on reviendra. Et puis bien évidemment, les éléments, on va dire, de type anecdotique, rapportés par les entreprises, ou plus souvent en fait par des journalistes, et quelques années ensuite sur les coercitions subies par les entreprises, contribuent à renforcer la solidité de cette analyse sur l'importance relativement majeure, si ce n'est systémique, de ces difficultés en matière de transfert de technologie vis-à-vis des partenaires chinois. Le, euh, Ce qui est en tout cas à craindre actuellement vis-à-vis du modèle qui est en train de se dessiner, c'est une espèce de dichotomie entre d'un côté ce renforcement du cadre de la propriété intellectuelle que tous les intervenants ont évoqué et qui est extrêmement réel et extrêmement impressionnant, notamment extrêmement bien apprécié par le FMI, qui parle vraiment d'efforts absolument extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu connaître en matière de montée en gamme de tout l'outillage autour du cadre juridique permettant le bon respect de la propriété intellectuelle. Ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre, c'est qu'avec cette priorisation nouvelle qui est donnée aux enjeux technologiques, sur certains secteurs stratégiques, on risque de voir encore plus de pression exercée sur les entreprises étrangères pour faire implanter en Chine leur propriété intellectuelle et leur technologie. Et donc là-dessus se pose la question de quelle réaction les grands partenaires internationaux peuvent avoir vis-à-vis de ce risque qui, à défaut de disparaître, évolue dans sa réalité de transfert coercitif en Chine pour les entreprises étrangères. Et sur ce... Bien. Très bien. Vincent, tu veux intervenir sur la protection des données? Oui, intervenir, c'est beaucoup dire, mais je voulais signaler l'apparition là depuis le mois de septembre d'une sorte de RGPD en Chine, une loi sur la protection des données personnelles, des informations personnelles, qui va probablement faire couler de l'encre et puis donner lieu aussi à des discussions sur l'usage que la Chine fait de cette nouvelle loi qui a pour but de protéger l'internaute. Mais nous savons tous que 1 milliard d'internautes, ça représente beaucoup de données personnelles et beaucoup d'argent et beaucoup d'enjeux. Donc, il n'est pas très surprenant que la Chine veille à ce que ne s'installe pas chez elle un mécanisme de captation des données personnelles qui ferait l'objet d'une commercialisation et d'un enrichissement colossal de la part de celui qui détiendrait, je ne dis pas qui serait le propriétaire, mais qui détiendrait ces informations. Donc à suivre cette histoire de cette nouvelle loi sur la protection des informations personnelles, qui notamment va exiger la conservation en Chine des informations, donc interdire leur sortie du territoire, va certainement nous intéresser dans les mois et les années qui viennent. Très bien, merci Vincent. On a maintenant en troisième partie la pratique. Donc on va passer un peu plus sur des éléments vécus ou des contextes. François, je te redonne la parole peut-être pour ces différents éléments de contexte, incidence des pratiques. Peux-tu nous reparler un petit peu de tout ça? Avec plaisir, mais pour ma part, je comptais vous parler plus précisément de la réaction
des deux principaux partenaires économiques de la Chine, que sont l'Union européenne et les États-Unis, vis-à-vis de cet enjeu des transferts coercitifs de technologie, avec une approche européenne qui a longtemps été principalement coopérative, faite de discussions, notamment de partage de bonnes pratiques en matière de cadre juridique. Même si depuis maintenant plus de 20 ans, l'Union européenne demande formellement aux autorités chinoises, lors de quasiment toutes les rencontres de haut niveau entre dirigeants politiques qui ont des sujets proches des questions de propriété intellectuelle, que ce soit le directeur général, enfin que ce soit le commissaire au commerce ou que ce soit le président de la commission, ils demandent systématiquement à la Chine de revoir ses pratiques en matière de transfert coercitif. Plus récemment, alors il faut aussi savoir quand même, juste pour rajouter, les États membres, donc au niveau des États membres de l'Union européenne, les pratiques sont, elles, enfin les intérêts ne sont pas forcément tout à fait forcément alignés, et souvent c'est vrai qu'on laisse le niveau européen, l'échelon européen, aborder le sujet et essayer d'apporter des solutions. Mais au niveau des États membres, on est souvent très désireux de nouer des liens de coopération en matière de recherche et technologique plus étroits avec les autorités chinoises, ce qui peut donner parfois l'impression aux partenaires chinois que certains acteurs européens sont dans un espèce de double jeu. Qui en effet peut être une réalité. Cela dit, l'approche de l'Union européenne s'est assez fortement raffermie ces dernières années, avec tout d'abord en 2018 l'ouverture d'un cas à l'OMC vis-à-vis des autorités chinoises et de leurs pratiques de transfert coercitif en lien avec ces obligations de création de joint venture pour pouvoir opérer et produire sur le marché chinois. Et en parallèle de ça, la négociation d'un accord bilatéral d'investissement, Comprehensive Agreement on Investment, qu'on appelle plus informellement CAI très souvent, dont le volet en matière de respect de la propriété intellectuelle était extrêmement important et esquissait ce que pourrait être une forme d'OMC 2.0 que les États-Unis et l'Union européenne ont longtemps désiré. En plus de ces outils, de ces interventions au niveau international, l'Union européenne est en train de développer des outils domestiques pour pouvoir lutter contre des entreprises qui auraient pu bénéficier en Chine de transferts coercitifs de technologie, avec à la fois un outil visant à leur priver l'accès au marché public européen, donc au marché que les États ou les entreprises d'État peuvent passer avec des contractants extérieurs, et aussi en matière d'accès au marché, en restreignant éventuellement, c'est un outil qu'on appelle la Foreign Subsidy Law, qui a été proposé par la Commission durant l'été, et qui pourrait voir une entreprise chinoise sanctionnée en l'Union européenne sur ses opérations dans l'Union européenne pour un transfert coercitif de technologie dont elle a bénéficié en Chine vis-à-vis d'un acteur européen. Il y a aussi, dernier point, qui participe de cette ligne un peu plus ferme que l'Union européenne adopte en ce moment, qui est celui du non-renouvellement de l'agenda stratégique en matière de coopération, qui a été un agenda 2015-2020, qui devait être renouvelé et qui, en tout cas à l'heure actuelle, n'a toujours pas fait l'objet d'un nouveau cadre général, ce qui semble traduire une volonté des Européens d'être dans une approche un peu plus ferme et un peu moins coopérative en la matière. Peut-être un point, excusez-moi, que j'ai oublié, le CAI, mais ça on l'abordera, je pense, dans le dernier volet sur quelle politique à venir pour l'Union européenne et les États-Unis. Mais sachez que le CAI a été suspendu, donc cet accord bilatéral d'investissement qui devait proposer un cadre juridique un peu OMC+, sur les questions de propriété intellectuelle, a été suspendu. Il y a eu un accord politique sur le texte. Puis finalement, du fait de sanctions en matière de droits de l'homme de l'Union européenne sur la Chine, auquel la Chine a réagi elle-même en imposant des sanctions bilatérales, notamment sur des membres du Parlement européen, le Parlement a décidé de suspendre le processus de ratification de cet accord-là. Donc c'est vrai que ça va poser la question de quelle nouvelle stratégie de l'Union européenne.
À l'inverse, les États-Unis ont depuis plus longtemps une politique, on va dire, plus ferme, qui a été particulièrement raffermie sous la présidence de M. Trump, avec un point extrêmement important, ce qu'on appelle la guerre commerciale entre sino-américaines qui a été lancée par l'administration Trump, est en fait lancée sur un fondement de propriété intellectuelle. La mobilisation de ce qu'on appelle juridiquement la section 301 américaine se fait sur le fait que le non-respect par la Chine de la propriété intellectuelle des entreprises chinoises porte un préjudice extrêmement important à la société américaine, et que sur cette base-là, le président et l'exécutif a le droit de prendre des sanctions, et ces sanctions ont pris la forme de mesures commerciales auxquelles les Chinois ont répondu en imposant eux-mêmes des mesures commerciales, et d'où l'enchaînement qu'on appelle, d'où la séquence qu'on appelle communément la guerre commerciale sino-américaine. Et cette séquence-là a donné lieu à un accord, on appelle l'accord de Phase 1, qui lui-même contient des obligations assez importantes pour les entreprises chinoises en matière de respect de la propriété intellectuelle et de la non-coercition autour des transferts de technologie vis-à-vis des entreprises américaines. Après, une question, c'est de savoir quelle est la capacité de mettre en œuvre cet accord, mais ça, c'est une question que probablement on abordera par la suite, à savoir que les Américains ont aussi en parallèle lancé un cas en 2018 à l'OMC vis-à-vis de ces pratiques chinoises en matière de coercition sur la transfert des technologies. Donc voilà, c'est pour vous illustrer ces deux approches coexistantes des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis de ces pratiques en Chine. Merci François pour tout ce que tu viens de dire. Julie, tu es à Pékin, peut-être tu vois passer dans certains domaines des entreprises qui viennent se plaindre. Tu as une expérience là-dessus à nous rapporter ? Oui, alors c'est vrai que ça a été dit plus tôt par d'autres intervenants, c'est pas toujours facile d'identifier, d'appréhender ce phénomène de transfert de technologie forcé, parce que les entreprises sont pas toujours volontaires pour échanger sur le sujet. En revanche, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, alors à la fois pour quantifier un petit peu l'ampleur de ce phénomène, François parlait tout à l'heure des enquêtes que mènent différentes chambres de commerce, et notamment il y a des chiffres intéressants dans l'enquête annuelle sur le climat des affaires que mène donc la chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, et qui en 2021 a interrogé 585 donc entreprises membres, et on remarque que sur les répondants, 16% déclarent s'être vus forcés de transférer leur technologie pour maintenir un accès au marché, et que l'essentiel de ces transferts de technologie se produisent au sein de joint ventures. Donc, on voit vraiment l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure, de devoir travailler en Chine avec un partenaire chinois. Ça peut vraiment être un facteur aboutissant à des transferts de technologies forcés. Après, si on regarde toujours dans cette même enquête, il est intéressant de voir également que 91% des répondants indiquent qu'elles veulent tout de même maintenir leurs investissements en Chine. Donc, ça illustre bien, je pense, que les entreprises étrangères sont conscientes des problématiques qu'il existe en matière de transfert de technologie forcée, mais qu'elles sont tout de même volontaires pour continuer à travailler sur ce marché, qui est quand même un marché absolument gigantesque. Autre élément de réponse, j'avais envie de citer des exemples de réglementations chinoises qui peuvent pousser à des transferts de technologies forcés, et je pense notamment à 3 secteurs. Tout d'abord, le secteur de la cosmétique. Alors, vous avez peut-être suivi que la Chine a adopté une nouvelle réglementation sur les cosmétiques qui s'appelle la CSAR, qui vise à garantir la qualité et la sécurité des produits cosmétiques qui sont mis sur le marché chinois. Donc, cette nouvelle réglementation, elle est entrée en application au 1er janvier 2021, et on a vu apparaître dans ces textes d'application des exigences documentaires très, très contraignantes pour les entreprises étrangères, donc qui veulent pouvoir accéder au marché chinois, avec notamment l'obligation de donner des informations sur la conception des produits, sur leur mode de fabrication, donc vraiment sur la formulation, sur les ingrédients,
Et tout ça doit être enregistré sur une plateforme en ligne et ça peut en plus être complété par des inspections donc de la part des autorités chinoises sur les sites de fabrication en France. Donc on voit bien que on demande aux entreprises de donner des informations qui sont extrêmement sensibles, qui sont vraiment le cœur de l'activité de ces entreprises dans le domaine de la cosmétique, qui en plus bien souvent n'est pas vraiment protégeable par brevet. Et on voit bien qu'on conditionne l'accès au marché au fait de donner des informations qui ne semblent pas nécessaires pour garantir la sécurité des consommateurs chinois. Deuxième exemple, le secteur de la chimie. Et là, on a des entreprises qui ont pu nous dire qu'elles font face à des demandes de plus en plus pressantes de la part de clients chinois quant à la fourniture, là encore, d'informations très sensibles et qui sont donc normalement couvertes par le secret industriel cette fois-ci à des fins de dédouanement. Et donc, on voit que des clients chinois demandent aux fournisseurs français, notamment, la composition, le pourcentage de chaque ingrédient dans des produits chimiques pour faire des formalités en douane. Donc là encore, on a vraiment des informations qui sont très cruciales, qui doivent être partagées pour pouvoir exporter des produits. Troisième exemple, l'exemple le domaine de la génomique humaine, où là, on va avoir encore une fois des contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur les entreprises étrangères qui veulent exercer dans ce domaine, notamment parce que la réglementation chinoise impose aux entreprises étrangères de collaborer avec un partenaire chinois pour pouvoir exploiter des ressources génétiques humaines chinoises. Cette coopération doit être approuvée par les autorités chinoises, donc ce qui fait que le choix du partenaire n'est pas totalement libre pour les entreprises étrangères. Et surtout, en cas de développement brevetable, dans le cadre de cette collaboration, les brevets doivent être déposés et détenus en copropriété. Donc là, on voit bien qu'on est clairement sur du transfert de technologie. Vous voulez exploiter des données, des ressources génétiques humaines chinoises, vous devez avoir un partenaire et vous devez détenir la propriété intellectuelle en copropriété avec ce partenaire. Voilà un petit peu des exemples de ce que l'on rencontre. Très bien, très bien. Je crois que Peugeot ne s'est jamais plaint auprès de son attaché en Chine, mais au niveau des véhicules, ça a été un petit peu pareil. La Chine a pris le tournant du véhicule électrique encore plus fort qu'en Europe. Et donc maintenant, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché de véhicules, le droit de vendre des véhicules, il faut un programme d'une part de véhicules électriques et il faut effectivement mettre sur la table toutes ces données sur comment est conçu le véhicule électrique, comment sont les piles, auprès de qui on les achète, etc., pour que tous partagent une sorte de partage forcé de sa technologie. Mais bon, c'était le droit de pouvoir continuer à vendre en Chine, donc je crois qu'on a décidé de continuer à vendre malgré ces petites pressions sur cette technologie avancée. Je crois qu'on a fini sur ce problème de contexte. Il nous reste que quelques minutes pour aborder la vision de l'avenir. Donc là, on va avoir une intervention de notre ami Vincent Rémy, conseil en propriété industrielle, sur comment il doit accompagner les entreprises à la fois françaises dans leur démarche en Chine. Et puis Julie également sur qu'est-ce que tu conseils aux entreprises dans cette vision. Attention, on n'a plus que 7 minutes de parole. Et après, questions de la salle. Ne vous inquiétez pas, il y a des questions de la salle. Arriver en Chine, il faut préparer ça bien longtemps à l'avance. On a dit qu'il y avait des acteurs locaux qui savaient tirer profit des lois favorables aux titulaires. Donc, aller en Chine, c'est anticiper, bien sûr. Je fais l'hypothèse qu'on a identifié les risques de transfert forcé et qu'on a quand même décidé d'y aller. Dans ce cas-là, il faut prendre les précautions de déposer bien longtemps à l'avance, avant que l'intention de s'installer ne s'ébruite, pour éviter que certains ne prennent les droits à votre place. Et puis, il faut se garder de faire un simple copier-coller de votre politique de dépôt dans les autres pays. Il faut utiliser les spécificités du droit local.
qui d'ailleurs, dans bien des cas, se traduisent par des frais moins élevés que prévu pour une protection au moins aussi efficace. Voilà, c'est très bref pour moi. Très bien, très bien. Julie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein. Il faut d'abord, avant de venir en Chine, utiliser les mécanismes qui sont offerts et qui sont rendus possibles. Je pense que quand on arrive en Chine, il faut aussi être très lucide sur l'ensemble des contraintes qui pèsent sur les entreprises et sur le coût à payer, à supporter, alors pas forcément financier, mais le coût à supporter pour pouvoir accéder au marché chinois. Quand on va, nous, je pense que notre rôle, c'est vraiment d'aider les entreprises à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elles veulent vraiment faire de la R&D en Chine? Est-ce que c'est prudent? Est-ce qu'elles peuvent dissocier leurs activités? Enfin, voilà, on va essayer de les aider pour essayer de bien prendre conscience de ce qu'est la réalité pour qu'elles puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Donc, je pense qu'un des maîtres mots aussi, quand on arrive en Chine, c'est effectivement d'être bien accompagné par un cabinet de conseil en propriété industrielle, bien évidemment, mais aussi de penser aux services de l'État, dont fait partie l'INPI, qui sont présents en Chine, qui peuvent accompagner les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à nous informer des problématiques rencontrées et à nous faire remonter la réalité du terrain pour qu'on puisse, quand c'est possible, accompagner au maximum les entreprises. Oui. Quelques mots peut-être de l'industriel, hein, l'industriel constructeur automobile, hein, puisque j'ai cette expérience-là également. Il y avait la partie nucléaire de constructeur de centrales, il y avait la partie effectivement raffinage. Depuis 20 ans, j'étais dans le monde de l'automobile et donc j'ai accompagné Peugeot Citroën à la fois dans la discussion de ces contrats par lesquels on a fait des filiales en Chine, donc faire une filiale dans un pays, lui transférer de la technologie, mais faire une filiale dans laquelle il y avait 51% des droits détenus par une société chinoise. Hein. Donc Dongfeng, pour ne pas la citer, était notre partenaire obligatoire. Et donc, le groupe Dongfeng, qui d'un autre côté avait la même chose avec Renault, avait la même chose avec un autre, arrivait, disons, par ses différentes tentacules, à remonter toute la technologie des constructeurs avec lesquels il était lié. Bon, on le savait, c'était quelque chose qui était vécu. Des dépôts de brevets, effectivement. Il y a le problème également du personnel, parce que le personnel de ces sociétés bouge. Au début, il ne bougeait pas beaucoup, puis petit à petit, les salaires en Chine ont pas mal augmenté, ce qui fait que ça bougeait pas mal. On voyait un turnover de 2-3 ans, donc on forme des gens et puis ils s'en vont. Ça aussi, c'est de la migration technologie d'un petit peu dérobée, mais bon, ça existe, on n'y peut rien. Contrôler en faisant uniquement des ventes, vous n'aurez peut-être pas accès au marché. Passer par une filiale, comme l'a fait Danone, comme l'a fait Peugeot, on est un petit peu forcé, puis un jour, vous rencontrez des problèmes et bon, ben, vous pouvez aussi faire beaucoup de pertes. On vous met énormément de salariés en vous disant que les syndicats vous obligent à avoir 5000 personnes dans l'usine au lieu de 3000. Vous perdez de l'argent, vous accumulez des pertes et un jour, votre partenaire vous rachète vos droits. Donc, vous avez l'air d'être accompagné et puis finalement, on vous a mis à la porte par une sorte de liquidation forcée. Tout peut arriver. Hein. Voilà. Alors peut-être que sur ces quelques mots, sauf si François ou Antoine ont quelque chose à dire dans cet accompagnement, et après on passe la parole à la salle. Peut-être très rapidement pour juste conclure sur la prospective des politiques américaines et l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, à savoir qu'actuellement nous sommes dans une situation un peu particulière puisque les deux grands partenaires sont dans une zone assez indéfinie sur ce sujet vis-à-vis des autorités chinoises, à savoir que côté américain, les mesures prises pendant l'ère Trump ont pour l'instant quasiment toutes été maintenues.
mais sans que soit pour l'instant mise en avant une nouvelle approche, ou en tout cas une stratégie claire sur le sujet. Les autorités doivent travailler, enfin officiellement travaillent à l'élaboration d'une stratégie vis-à-vis de la Chine sur les questions de commerce et d'investissement, sur lequel un volet sera très vraisemblablement consacré aux questions de la propriété intellectuelle. Mais pour l'instant, cela fait plus de presque un an qu'ils sont en poste et toujours rien n'a été ni présenté, ni aucune mesure n'a été prise pouvant laisser à penser que cette stratégie existe et est en train d'être déployée. Et puis côté européen, comme je vous l'expliquais, le CAI, qui semblait être le principal pilier pour améliorer le cadre juridique et la sécurisation de la propriété intellectuelle pour les acteurs européens en Chine, est actuellement suspendu et le projet semble assez mal embarqué. Et là aussi, l'Union européenne doit travailler à un renouvellement de sa stratégie économique vis-à-vis de la Chine. Le travail est en cours, les choses sont en suspens, donc on ne sait pas très bien dans quelle direction les choses s'orientent. Cela dit, un petit point quand même intéressant, la coopération transatlantique sur ces sujets a existé sous Trump, un peu en dessous des radars, dans des cadres de discussion officiels qui ont été créés pour justement parler de ces questions-là, sans que soit trouvé réellement un accord pour des actions communes. Mais ce cadre a, semble-t-il, enfin, sous l'ère Biden, a été renouvelé avec maintenant ce qu'on appelle un Trade and Technology Council, qui est un comité transatlantique, donc américano-européen, devant discuter des questions commerciales et technologiques pour les affaires internationales. Et la première réunion de ce comité doit avoir lieu à la fin septembre. Donc il paraît envisageable, étant donné la convergence des intérêts et une certaine vision, en tout cas partagée, de la problématique posée sur ces questions en Chine, qu'émerge une approche transatlantique sur ces questions, si ce n'est commune, en tout cas concomitante. Merci François. Antoine, tu as encore quelques mots à rajouter avant que nous passions aux questions-réponses? Il y a déjà 2 questions-réponses. Hein. Non, rien à ajouter, puis je pense qu'on va laisser les questions s'il y en a. Très bien. Eh bien, question, donc on revient à questions qui ont été posées par la salle. Hein. On ouvre maintenant les questions. Une première de Nam Gotien. Il me semble que Nam était l'attaché à l'ambassade de Chine, non? C'est peut-être ça. Ferroviaire, nucléaire, automobile, aéronautique, quels sont les prochains secteurs dans le viseur chinois? Donc peut-être on passera la parole un petit peu à Antoine et François. Moi j'ai quelque chose à dire dans le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile, vous avez vu, le véhicule automobile devient le véhicule communicant. Et donc la prochaine guerre de brevets entre le monde vieillissant de la mécanique automobile et le monde très jeune de la communication, il va y avoir demain une guerre entre les porteurs de brevets de télécom, Huawei et autres, et puis les vieilles sociétés technologiques qui fabriquent des véhicules qui doivent malheureusement communiquer soit avec des bornes fixes, soit avec des véhicules qui sont situés à côté, et également dans le monde de du véhicule électrique et des batteries. Donc là, on va avoir certainement des réponses. Hein. Sébastien Vitali, qu'en est-il de mesures similaires que l'Europe, les US devraient prendre pour forcer un transfert de techno François ou Antoine, des réponses là-dessus? Alors, pour répondre très rapidement, je suis quand même devant un parterre d'experts en propriété intellectuelle, donc moi-même économiste, je parle sous votre contrôle, mais le cadre juridique européen étant celui de l'état de droit et du respect de la propriété privée, il apparaît fortement peu probable que l'Union européenne se lance dans des mesures, on va dire, de type chinoise en la matière. Et donc, il est assez vraisemblable qu'elle se borne à essayer de
sanctionner les actions chinoises quand elle arrive à les identifier, encourager la Chine à modifier ses pratiques, mais il apparaît peu probable qu'elle-même se sinisent d'une certaine manière et prennent ce chemin d'un cadre juridique à l'application parfois un peu flou en fonction des intérêts jugés stratégiques par l'État en question. Très bien. Une autre question de David Lavorel. Question pour Pierre Gendreau. Dans votre expérience, tant à Framatome qu'à PSA, y a-t-il eu des cas où l'entreprise a refusé de transférer une technologie? Oui, dans le monde du nucléaire, il y a deux parties. Il y a le nucléaire civil et puis il y a le nucléaire militaire derrière. Donc les deux domaines sont très proches et quelquefois se trouvent à se côtoyer. Vous savez que par exemple, dans le nucléaire civil, il y a ces centrales nucléaires qui fabriquent de l'énergie avec un uranium enrichi à 3-4%. Dès que vous montez en enrichissement, vous passez à des technologies qui peuvent être utilisées au niveau militaire. Et donc, tout ce qui s'appelle centrifugation, permettant d'enrichir, tel que c'était pratiqué à Eurodif et autres, il y a eu des accrochages entre la France et l'Iran, entre la France et la Chine, et dans lequel il y a eu refus de transférer la technologie, contrôle des exportations. Le contrat nucléaire donc civil Framatome, Framatome ça veut dire France-Amérique, hein, Atom, donc qui était le contrat initial entre la société américaine Westinghouse et puis la société française qui était au fond qui était le CEA, hein, et dans lequel il était doublé par un contrat entre l'État américain et l'État français. Il y avait une obligation de ne pas transférer les technologies à d'autres pays. Donc normalement, si on l'avait appliqué, on n'aurait pas pu aller proposer aux Chinois effectivement de fabriquer de telles centrales. Il se trouve que on a marché sur la plate-bande et on a dit c'est une nouvelle technologie, elle est complètement différente de l'ancienne. Donc on s'est autorisé à transférer quelques morceaux de cette technologie, mais certainement pas le retraitement du fuel, de tout ce qui était le combustible nucléaire, donc la fabrication du combustible, l'enrichissement et également le retraitement du combustible. Ça n'a pas été transféré. Et ça, à mon avis, ça ne le sera jamais. Il me semble que, enfin peut-être qu'Antoine a des informations plus sûres que les miennes, mais il me semble que le TGV d'Alstom n'est pas arrivé en Chine, justement parce que l'entreprise avait refusé de partager son savoir-faire. En partie ça, d'autres étaient plus prêts à faire des transferts que les Français. Et sur la question du traitement et du retraitement des déchets nucléaires, il y a un vrai enjeu, hein, puisque ça fait en réalité 10-15 ans que les Français et les Chinois négocient, puisque les Chinois en fait, sont demandeurs de la technologie de retraitement des déchets, pour des raisons évidemment politique et de sécurité, notamment en termes de prolifération. Et c'est sensible, hein, le retraitement des déchets, parce que si vous arrivez à isoler du plutonium, c'est en soi la matière fissile qui peut être utilisée pour autre chose que uniquement des déchets, entre guillemets. Il y a une vraie sensibilité. Donc là, il y a un blocage plutôt, depuis des années entre la France et la Chine. La Chine demande la techno depuis très longtemps, et politiques, et aussi qui sont très sensibles parce que c'est des questions de sécurité nationale, de non-prolifération nucléaire, etc. Très bien, très bien. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Alors, on a des questions. On a des questions en amphi. Je vais. Désolé. Alors, on a des questions en amphi. Je vais juste donner la parole à une de nos étudiantes.
J'en profite pendant que vous passez le micro. Il y a une dernière question écrite. Ces risques s'appliquent-ils aussi aux éditeurs de logiciels scientifiques? Quand j'étais à l'époque chez Philips, on faisait de la crypto, tout ce qui était cryptologie et autres, dans lequel là, on est dans des techniques effectivement de secret pour lequel on ne veut pas que on accède aux documents ou autres et on va crypter toutes les communications et tout. On sent qu'on est également entre le militaire et autres et dans lequel effectivement il y a des restrictions de transfert. Et il y en a toujours eu. On considère que c'est sensible, ça touche à la défense nationale. Donc on a en matière d'informatique et notamment de cryptologie des restrictions. Alors, de la salle, il nous reste encore 2 minutes. Je pense, vas-y si tu veux poser ta question. Bonjour. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit sur les obligations des entreprises étrangères qui devaient révéler la composition de certains de leurs produits, etc. Donc j'imagine que c'est une obligation qui incombe uniquement aux entreprises étrangères et pas aux entreprises chinoises. Et du coup, je voulais savoir puisque la Chine est membre de l'OMC, voilà, on a parlé un peu de l'OMC au début de cette conférence, est-ce que le fait d'imposer ces obligations aux entreprises étrangères ne pourrait pas s'apparenter à une violation de la clause du traitement national qui est dans le GATT? Voilà. J'imagine que vous ne pouvez pas me répondre d'entrée de jeu, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? François, tu as un début de réponse. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans le monde des véhicules électriques, l'obligation s'applique à tout le monde. Il n'y a pas de différence ou de problème d'égalité. Si vous êtes français, si vous êtes mixte, franco et chinois, ou si vous êtes chinois, vous devez mettre toutes les informations sur la table. Donc, on ne peut pas dire vous ne traitez mal les étrangers, mais peut-être Julie ou François. Alors, la réglementation en matière de cosmétiques, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient chinoises ou étrangères. C'est vraiment cette réglementation, elle a pour objectif de garantir la qualité des produits et donc toutes les entreprises devront s'inscrire sur ces plateformes et ces bases de données. François. Là où ça interroge, c'est qu'effectivement, ce sont les autorités chinoises qui vont manipuler ces bases de données-là, détenir ces informations qui sont extrêmement sensibles. Et donc, c'est pour ça que les entreprises étrangères sont particulièrement inquiètes par rapport à ça. François. Juste pour rebondir rapidement, le cas que vous avez évoqué, qui a été évoqué par la personne qui a posé la question, serait en effet une entorse au droit de l'OMC. La Chine a déjà été sanctionnée pour ce type d'entorse. Et en fait, aujourd'hui, tout ce dont on a parlé ne relève pas nécessairement d'obligations en droit écrites, mais plus de cette zone grise où en effet le cadre juridique, donc de jure en droit, apparaît state of the art, c'est-à-dire vraiment à l'état de l'art et correspondre aux obligations et aux critères internationaux le plus souvent. Mais en effet, le problème intervient plus dans sa mise en œuvre et par toutes ces petites pressions et canaux informels que dont les autorités, que peuvent mobiliser les autorités chinoises pour encourager, voire plus qu'encourager, c'est-à-dire commencer à contraindre, et c'est là où la zone grise existe, ces transferts de technologie. Par exemple, sur les obligations de joint venture, vous avez pas mal de secteurs où en effet celles-ci ont été levées, mais où vous savez bien que dans la réalité, les acteurs économiques préfèrent avoir une joint venture parce qu'ils savent bien que sur le terrain, cela facilitera grandement leurs opérations en Chine, de la même manière avec les transferts de technologie, où formellement il n'y a pas d'obligation à transférer la techno, mais dans les faits, vous savez bien, enfin les acteurs économiques en général savent qu'un tel transfert bénéficierait grandement dans un cadre juridique en plus qui n'est pas celui de l'état de droit tel que nous l'entendons avec une séparation des pouvoirs et donc la capacité éventuellement en cas d'abus d'aller se plaindre, y compris vis-à-vis de la puissance publique, tel que nous pouvons l'avoir. Très bien, très bien. Je crois qu'on va mettre fin à
à cette table ronde. On a mordu de 5 minutes, mais bon, le directeur du CEPI ne nous en voudra pas. Pour conclure, entre l'aigle américain et le dragon chinois, on se posait le problème de la place de l'Europe. Hier, on vous a dit l'Australie, qui est un désert pour lequel les Chinois aimeraient bien la repeupler, pourrait être le nouveau terrain de jeu de la Chine, et donc faisait l'objet de ce coup de poignard à la France. Voilà, vous avez donc maintenant une vision un peu plus complète de qu'est-ce que c'est que le transfert de technologie, à quoi ça touche, quels sont les enjeux. Nous vous rendons la parole, monsieur le directeur, et peut-être passer à Mathilde qui va nous parler des États-Unis. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.